Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de prendre rendez-vous de Dimanche Politique, un programme co-organisé par Diaspora FM 102.3 et Eden Télévision. Et ensemble, on va décrypter avec notre invité l'actualité nationale et sous-régionale. Dans un premier temps, on va aborder son actualité, puisque je ne suis pas habilité à dévoiler, à lever un coin de voile sur la personnalité que nous recevons ce matin, en attendant que la prise de parole de mon confrère James William Gbagidi. Retenez qu'on va aborder le climat social de l'année 2016. On prendra le regard global de notre invité sur la lutte syndicale au Bénin ces 10 dernières années. On parlera également de comportement, on prendra la température des travailleurs des transports et des travaux publics. Vous le savez, les disciples de Saint-Matthieu s'apprêtent à lancer le mouvement de débrayage, l'impact que cela pourrait avoir sur l'économie et puis sur l'héritage que le chef de l'État, le président Bouni Yahi, s'apprête à laisser au prochain président qui sera élu dans quelques jours au Bénin. Dimanche Politique aborde également les présidentielles de 2016. Forcément, vous le savez, 48 candidatures déposées à la Commission électorale nationale autonome Sénat et 35 transmises à la Cour constitutionnelle pour validation. Un véritable déluge de candidatures. L'avis de notre invité est attendu également dans cette émission. Les différentes coalitions qui sont présentes sur l'échiquier national pour le compte de ces présidentielles. On prendra l'avis également de notre invité sur la question. Et puis, entre autres, en inter-actualité, vous le savez, on va aborder ce mandat d'arrêt délivré par le Burkina Faso à l'encontre du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Merci de votre fidélité renouvelée à Dimanche Politique. James William Gbagidi, bonjour. Bonjour à vous, Tranquillien Akes Benotin. Bonjour à tous nos amis auditeurs de Diaspora FM et bien à tous les téléspectateurs de Eden Télévision. La personnalité que nous recevons aujourd'hui est née le 3 octobre 1968 à Cotonou. Il a effectué ses études primaires à l'école primaire publique de Royiro, quelque part dans la zone de l'échangeur de Royiro aujourd'hui, et puis à l'école régionale sous-régionale d'Akwa Centre. Ensuite, il a effectué son parcours secondaire exclusivement au CEG Akwa Centre. Ceux qui ont fréquenté ce CEG-là à cette époque n'auront pas de mal à l'identifier. Il a obtenu 2 fois le bac, d'abord le bac ST en 1988, mais non satisfait de la moyenne obtenue au bac. Il y est retourné en 90 et il a décroché cette fois-ci le bac devenu bac C. Et là, avec une très bonne mention, il s'est inscrit à l'université, au collège polytechnique universitaire où il a suivi des études en génie civil. Il en est sorti ingénieur et il a suivi également des études de ce côté, il a suivi des études post-universitaires, donc avec une formation à l'école nationale, l'école inter-État d'ingénieurs et d'équipement rural à Ouagadougou, en co-tutelle avec une institution suisse. Il est ensuite entré dans la profession, dans sa profession. Il a exercé d'abord 3 ans dans le privé avant de se retrouver, comme il dit lui-même, accidentellement dans la fonction publique. Et il y est resté depuis lors. Il est devenu syndicaliste. Il est devenu secrétaire général adjoint du syndicat national des travailleurs des transports et des travaux publics il y a environ 4 ans, mais depuis quelques mois, c'est lui, le nouveau secrétaire général de ce syndicat, qui l'a fait connaître à travers le Bénin entier. Vous aurez reconnu, si je vous dis également qu'il a aujourd'hui un engagement politique, il soutient une candidate à la prochaine élection présidentielle, vous aurez probablement reconnu Jacques Ayadi. Jacques Ayadi, bonjour, merci de répondre à notre invitation. Je vous remercie de m'inviter une fois encore dans vos studios et pour la première fois dans votre émission Dimanche Politique qui est très bien suivie. Je pense que vos téléspectateurs et les auditeurs auront l'occasion de m'écouter ce matin et de savoir ce que je pense de ce que M. Bouni Yahi a fait de notre pays pendant 10 ans et ce que nous devons faire pour nous en sortir. Voilà. Jacques Ayadi, vous avez une réputation sulfureuse, un homme qui n'a peur de rien ni de personne, qui ne marche pas ses mots et qui ne cache pas ses impressions devant les caméras. D'où tenez-vous ce caractère qu'on peut dire bourreux? D'abord, c'est trop dire d'affirmer que je n'ai peur de rien. J'ai peur de Dieu. D'accord? Qui est le suprême. C'est pourquoi
la vérité est mon chemin, le seul. Quelles que soient les situations, il faut dire aux Béninois ce qui est vrai. Et je tiens ça de mon père et je suis fier de le dire. Mon père qui a eu le courage de braver le régime dictatorial du président Mathieu Kérékou. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance, il n'y a plus des tracts et autres, là, mais au moment fort de la révolution, ou même lorsque vous parlez dans votre chambre à coucher, on peut venir vous chercher. Il y a des gens dans ce pays qui ont osé dire ce qu'ils pensent. Voilà, donc je le tiens de mon père et je suis fier de le dire ici. Aujourd'hui, j'ai dit vous êtes connu comme un syndicaliste réputé. Pourquoi avez-vous choisi l'engagement syndical après votre entrée au ministère des TP? D'abord, je ne l'ai pas choisi comme ça. Il faut dire qu'à l'université, j'étais syndicaliste, président du bureau du non-identité du CPU, 2 mandats durant. Mais quand j'ai fini ma soutenance, je me suis dit, bon, il faut que je m'accroche à ce que j'ai appris, que le témoin soit passé à d'autres. C'est comme ça que de 1995 jusqu'en 2010, je ne sais pas si des gens me connaissent dans ce pays. Personne. Je suis resté dans mon coin, tranquille. Mais j'ai vu ce que le président Boni faisait à ce pays. J'ai dit, mais si nous devons être dans ce pays ne pas réagir, mais nous serons non seulement complices, mais coupables de la déchéance de notre pays. C'est ça qui m'a sorti de ma réserve. Et c'est surtout le ministre Fayon qui m'a sorti de ma réserve. Parce qu'une fois, je suis responsable du chantier Godomé-Calavi. Il est venu à une visite de chantier. Et il a osé dire que de 1960 à 2006, on ne faisait rien dans le pays. Et que le président Boni Yayi, avec lui comme collaborateur, ont pu faire en moins de 5 ans ce que tous les régimes réunis ont fait en 50 ans. J'ai dit, mais ça, c'est une injure au cadre béninois. Et là, je vais lui répondre. C'est pourquoi j'ai fait ma première sortie sans être syndicaliste, il faut le dire. Je n'avais aucune protection. J'étais responsable d'un chantier. On peut m'enlever la minute qui suivait. Mais j'ai fait une conférence de presse pour dire, monsieur, vous avez menti. De 2006 à 2010, où vous parliez là, le président Boni Yayi n'a réalisé que 14 km. Lorsque vous parlez de 200 km, vous mentez. Il n'y a que 14 km dont j'ai fait ma conférence de presse avec un tableau imbattable jusqu'à ce jour. Lorsque les journaux ont relayé cette conférence de presse, j'ai encore les journaux à la maison où le ministre prend les journaux comme un courrier arrivé, on dit DGTP pour droit de réponse. Mais moi, je n'ai pas eu le droit de réponse. Hein. Ils ont fait des réunions sur des réunions. Les gens disent on ne peut pas lui répondre. Parce que tout ce qu'il a dit est vrai, est documenté. Donc, bon, si vous ne pouvez pas lui répondre, et alors arrachez-lui son véhicule de, comment on appelle, de service. Bon, je revois encore le DGTP ce matin-là, m'appeler dans son bureau pour dire, bon, oui, Jacques, mais est-ce que le chantier n'est pas fini? J'ai dit, mais si le chantier est fini, vous devez le savoir. Il ne me revient pas, vous êtes la première autorité de la direction. Si le chantier Godomé-Calavi est fini, vous devez le savoir vous-même. Oh, est-ce que ce qui reste là est important? J'ai encore dit, si ce n'est pas important ce qui reste, vous êtes encore le premier à le savoir. Bon, à bout depuis ce bon, je n'étais pas né de la dernière pluie, il savait là où il voulait en venir. Bon, on a dit, bon, posez mon territoire à Dionier. Posez mon territoire à Dionier. J'ai dit, ah bon, si c'est ça, bon, dis-moi ça simplement. Donc, je suis allé à la maison, j'ai pris le véhicule, je suis venu le garer. Je suis parti. Voilà. Donc, je ne suis pas... C'est ça que vous êtes devenu syndicaliste? Oui, bon, quand j'ai commencé par faire les dénonciations, bon, il y avait des complots contre moi, il faut l'envoyer dans la Takora, tout ça. Mais le ministre ne savait pas que autour de lui, il y avait donc des gens qui étaient fatigués, mais qui ne pouvaient pas parler. Ah, fais ceci, fais ceci. Bon, moi, je sais que quand on est en congé, on ne peut pas affecter quelqu'un. Donc, quand le arrêté était presque, moi, j'ai demandé mes congés, comme ceux qui ne veulent pas que la décision du ministre soit appliquée. Ils sont avec moi, ils m'ont autorisé à aller en congé. Donc, je suis allé en congé, et puis bon, il faut attendre son retour avant de pouvoir le muter. Mais malheureusement, je suis revenu après l'installation, comment on appelle, du nouveau régime, avec le même Yayi Boni à la tête.
Mais le ministre qui devait signer l'arrêté de m'envoyer un peu dans les profondeurs de la Takora pour m'empêcher de continuer, eh bien, il n'était plus là. Bon, comment va-t-on expliquer au nouveau ministre Coty Lambert de le faire? Je crois qu'ils ont caché leur arrêté et puis jusque-là, je n'ai pas été affecté. Et les camarades ont dit, ah, il faut maintenant qu'on te protège. Donc, on a fait le congrès. Et puis, j'étais devenu le premier secrétaire général adjoint du syndicat. Et donc, on ne pouvait plus me bouger. Voilà, donc, voilà toute l'histoire. Il est important quand même de rappeler un certain nombre de faits du passé pour mieux comprendre le présent. Tous ces événements sont déroulés l'année écoulée. L'autre événement qui n'était pas passé inaperçu, c'est la manifestation de votre désaccord vis-à-vis du ministre Akena Tondé qui aujourd'hui se retrouve dans la peau de présidentielle qui est sur la liste de départ. Dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui vous opposait avec ce ministre? Non, le ministre Aké, il n'était pas venu travailler au ministère. Il était venu faire de la politique et exclusivement de la politique. Il voulait que tous ses collaborateurs deviennent membres du parti CDS Finayon, c'est son parti. Bon, honnêtement, il ne m'a pas... Parce qu'il faut oser dire des choses, certaines choses à certaines personnes, il ne peut pas venir me dire ça. Mais il veut vraiment, il aime la pensée unique. Lorsque ne se mettent pas d'accord avec lui, il vous prend en adversité, bon... Il était venu donc pour décapiter le syndicat TTP. Parce qu'il faut arracher la parole à Jacques Ayadi, qui n'est pas quelqu'un qu'on peut manipuler. Bon, il a essayé, et il a toujours échoué. Donc voilà, c'est une histoire triste que vous me rappelez là. Vous savez tout ce qui a été dit sur les plateaux de télévision. Bon, il va trop en France, il fait ceci. Bon, il gagne 300 000 francs, il fait ceci. Des choses que le ministre ne peut pas dire. Ah, il est membre de l'Union fait la Nation. Bon, il est membre d'Alternative Citoyenne. Si tu n'es pas membre d'Alternative Citoyenne, comment se fait-il que tu es toujours avec Agbangba Séraphin? Comme si on ne peut pas avoir des amis. Moi, Séraphin Agbangba, c'est un ami, un frère. Donc, quelle que soit nos positions politiques divergentes, on doit rester des amis. Donc, ne parlez pas de M. Akena Tondé. Je pense que c'est quand il a voulu partir qu'il s'est rendu compte quand même que Jacques Ayadi est un monsieur de vérité, un monsieur qui est cohérent dans sa prise de position. La collade au moment de son départ. Oui, pourquoi pas. On n'est pas des ennemis. On n'est pas des ennemis. Donc, moi, je l'encourage quand même d'avoir eu le courage de se présenter quand même aux élections, malgré ce qui se passe au niveau des FCBE. Donc, c'est quand même à son actif. Le fait de pouvoir dire non au chef de l'État, de pouvoir dire non à la recolonisation de notre pays que le chef de l'État propose au peuple béninois. Après avoir déstructuré tout le pays, il a dit, bon, pour partir, il faut que je concède ce pays ou que je le vende à la France. Je salue donc M. Akena Tondé d'avoir réussi à dire non. Je sais qu'il y aura une grande partie sur les présidentielles et j'aurai le temps de vous expliquer que nous allons en réalité à un référendum populaire pour que le peuple se prononce sur la recolonisation ou non. Donc il y a deux catégories de candidatures. Lionel Zinsou qui symbolise la recolonisation, qui symbolise donc le nouveau gouverneur que la France est en passe de désigner pour notre pays, et les autres candidats. Donc nous allons, le 28 février, nous prononcer oui ou non à la recolonisation. Et je voudrais profiter donc de cette question pour dire au peuple béninois de ne jamais oublier la date du 28 février. C'est une date dans l'histoire qui nous a permis de passer du désespoir à l'espérance. Donc si désespérés que nous sommes aujourd'hui en attente d'une délivrance le 28 février, il ne faudrait pas que, par notre vote, nous sombrions encore dans ce désespoir-là. Et la manière de sombrer dans le désespoir, la manière de contribuer à sombrer dans ce désespoir-là, c'est de mettre le tampon sur... Nous n'allons pas faire de la campagne. Non, c'est pas de la campagne. Ça, c'est ça, c'est pas ce n'est ni la campagne, ni la contre-campagne, mais c'est le cri de cœur
d'un patriote, d'un citoyen qui voit son pays en train d'être vendu. Normalement, vous-même, vous devez porter les maillots maintenant. Il n'y a plus de journalistes possibles aujourd'hui lorsque l'héritage que nos aïeux nous ont laissé, que quelqu'un non content d'avoir détruit ce pays pendant 10 ans, décide de le vendre. Lorsque vos frères à la maison décident de vendre votre maison, vous allez le laisser pour dire qu'on ne va pas faire de la contre-campagne. En tout cas, si vous ne voulez pas ça, il s'agit de choisir le moment approprié viendra où... Le moment est déjà approprié où les moyens de l'État sont abondamment utilisés. On va aborder ça dans la deuxième partie de cette émission. Ne vous en faites pas, on va décrypter ces comportements. Parce que normalement, c'est le seul sujet qui vaille aujourd'hui. Parce que notre pays est en train de brûler. Et les gens veulent le brûler. Donc, il ne faut pas dire que porter les maillots, rejoindre-nous sur le terrain pour protéger l'héritage que nos aïeux nous ont laissé. Nous jouons déjà notre rôle. Voilà. Donc, chacun est dans sa corporation. En m'accompagnant à dire aux Béninois ce qui les fâche. Voilà. Et qui va les déterminer à ne jamais... Moi, je suis venu avec une photo. Je ne sais pas si votre réalisateur est là. Si les gens veulent que nous ayons un coup présidentiel comme ça, est-ce que vous voyez ça, un coup présidentiel comme ça, là? Est-ce que vous acceptez que nous ayons ce coup présidentiel-là? Nous allons revenir. De toute façon, moi, calmement, je vais suivre votre réalisateur. Jacques Ayadi, on va revenir sur tout ça. Aujourd'hui, vous avez un engagement politique, ça se ressent déjà dans votre parler, sans révéler l'identité en réalité de la personne que vous et Jacques Ayadi, vous avez choisi de soutenir. Dites-nous d'abord si cet engagement politique que vous manifestez est le premier et quelles étaient vos poursuites en 2006 et 2011. Vous voyez, moi, en 2006, sans être politique, j'ai regardé toutes les candidatures. Et j'ai vu que, je me suis rendu compte que c'est seule la candidature de Janvier Yawédéou qui était la vraie en 2006. Parce que lorsque vous voyez la gestion du régime Kérékou sur les 10 ans, on a vu Janvier Yawédéou toujours dans la posture de dire que ça ne va pas. Donc c'est pourquoi moi je lui ai apporté mon soutien en 2006 au premier tour. Mais quand il a demandé au second tour que ses soutiens s'alignent derrière Boni-Yayi, moi je lui ai dit non. Les SMS existent. J'ai dit mais écoutez, pourquoi vous connaissez ce type là-haut? On ne l'a jamais vu militer quelque part. Et puis deuxième chose, vous voyez le Ologede là, c'est tous ceux qu'on veut faire partie là. C'est tous ceux-là qui se retrouvent encore autour de lui. Donc, ça ne présage de rien de bon. Donc, on a eu un désaccord, il a fait son erreur, il est allé dans la gueule du loup. Donc, moi, au second tour, je suis allé tranquillement donner ma voix à Adrien Mbedi. Parce que c'était, pour moi, meilleur à celui qu'on ne connaissait ni d'Adam, ni d'Ève, et qui a quitté Lobé pour venir s'accaparer du pouvoir d'État. Et les résultats sont là. Et Janvier Yawédéou aussi n'a pas traîné avant de comprendre qu'en fait, il a fait un mauvais choix. Il a induit le peuple béninois à faire un mauvais choix, comme beaucoup d'autres. Comme, comment elle s'appelle, la députée de Afrankou, là. Et Hélène Arol, quelqu'un vous dit, bon, nous sommes trompés, nous avons trompé, nous vous demandons pardon. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut réfléchir avant d'agir. Lorsque quelqu'un vous se présente à vous, vous devez vous interroger à tout un point. C'est-à-dire, on veut mettre dans la main de quelqu'un la vie de 10 millions de personnes et on ne s'interroge pas sur son passé, on lui remet le pouvoir. Non, moi, je ne suis plus dans ça. Et c'est pourquoi nous allons nous battre cette fois-ci. Tout ce que j'ai dit avec Yawédéou en 2006, ce n'est pas connu du grand peuple. Maintenant, toutes mes positions sont enregistrées partout. Et lorsque les gens vont faire l'erreur de nous faire recoloniser, j'espère que vous serez là pour sortir mes déclarations, pour le dire. Et pourtant, il y avait des gens qui vous disaient de ne pas aller sur ce terrain-là. Donc voilà le sens. En 2011, j'ai soutenu Mbedi. Parce que bon, on se disait bon, qu'il faut qu'on arrête avec cette affaire de Yayi Boni qui détruit tout devant lui. D'accord? Mais il a eu des gens qui ont dit non. Bon, ils ont même financé ça. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je n'en suis plus là à condamner tous ceux qui ont soutenu Boni-Yayi en 2009. Parce que le seul critère que moi j'avais avant, que Yayi Boni n'ait l'intelligence d'aller nous chercher un Français pour nous diriger, c'est que tous ceux qui ont soutenu Boni-Yayi en 2011 sont disqualifiés. Parce que Boni-Yayi nous a démontré en 5 ans
tout le mal qu'il pouvait faire à ce pays. Donc, ceux qui l'ont soutenu en 2011 ne l'ont pas fait, ne l'avaient pas fait pour les intérêts du peuple, mais ils l'avaient fait pour leurs intérêts. Mais il y a des coups durs à Kamanombe aujourd'hui, là. Ce qui signifie concrètement... Eh bien, lorsque vous êtes comme au seuil du gouffre, mais le caméléon, là, vous voyez comment il se déplace, très, très, très lentement. Mais quand il voit le danger de mort venir, mais vous allez être surpris de le voir en train de courir. Aujourd'hui, nous sommes des caméléons. Et il y a des problèmes entre nous, Béninois. Et on se chamaille. Eh bien, le danger est venu. Il faut que nous resserrons les rangs et qu'on puisse... On va encore se retrouver parmi... C'est comme si vous êtes dans une famille et vous vous entendez pas. Mais s'il y a un décès tout de suite ou bien quelque chose, mais on se met ensemble, on gère ça. Donc, moi, je ne veux plus parler de ceux-là. J'attends. Aujourd'hui, quels sont les éléments qui motivent Jacques Ayadi, s'agissant de son soutien à un candidat ou à une candidate pour les présidentielles de 2016? D'abord, qui vous soutenez? Pourquoi vous posez des questions dont vous... Non, nous ne connaissons pas les réponses. Les téléspectateurs de la télévision et les auditeurs de Diaspora FM aimeraient en savoir davantage. Moi, ma candidate, c'est une femme. Donc, c'est une candidate. Oui, parce que, qu'on le veuille ou non, le Bénin sera dérivé par une femme. Vous en êtes sûr? Je suis convaincu. Même si on ne le comprend pas en 2016, on va le comprendre après. Parce que même si vous rentrez dans vos maisons, là, si vos femmes n'étaient pas là, vous verrez. Donc ma candidate est connue, elle s'appelle Célestine Zanou. Et je ne l'ai pas choisie au hasard. Je l'ai choisie dans les mêmes conditions que j'ai choisi. Et j'avais choisi Jean-Louis Yawedo en 2006. La constance, la compétence. Vous la connaissez, vous? Nous la connaissons très bien. Qu'est-ce que vous pensez de cette dame-là? J'ai mon avis à moi. Mais allez discuter avec elle 5 minutes et vous allez voir la densité que vous avez en face. Donc, moi, je la soutiens. Et puis, il y a des gens qui ont déjà parlé d'elle. Il y a des gens. Ce n'est pas ce que les gens racontent aujourd'hui qu'il faut voir. Je peux vous donner ce document-là. Choix, témoignage et reconnaissance. On va le lire. Montrez ça. Non, on n'est pas encore. On va le lire plus tard. D'accord. C'est des choses que les gens ont déjà dit. Dites-nous simplement, vous, Jacques Ayadi, les éléments, les compétences et tout ça. Allez plus en profondeur. D'abord, elle a travaillé avec beaucoup de personnalités dans ce pays. Albert Evoidre, le président Kérékou et autres. Des personnalités que vous avez combattues quand même. Et j'ai combattu qui? Mathieu Kérékou. Bien sûr. Evoidre, je le combat, je le combattrai parce qu'il n'a jamais... Mais il est intelligent. Seulement qu'il a choisi de ne pas mettre son intelligence au service du bonheur du peuple béninois. Mais aujourd'hui, vous défendez une cause qu'il partage également. Quelle cause? Vous dites non à la Oui. Aujourd'hui, nous sommes circonstanciellement ensemble. Mais c'est pas les mêmes mobiles. Vous me demandez pourquoi j'ai choisi. Célestine Zanou. Je vous ai déjà dit les critères de capacité, de compétences et autres. Mais je l'ai suivi également. Donnez-moi au Bénin ici quelqu'un qui a battu campagne auprès d'un candidat et qui démissionne au lendemain de la proclamation des résultats et qui consacre la victoire de son candidat juste pour des questions de principe. Savez-vous que Mme Zanou a démissionné de son poste de directeur de cabinet du président Kérékou en 2001 au lendemain de la proclamation des résultats des élections pour des questions de principe par l'émission des hommes d'affaires en politique? Vous savez ça? Prenez ce document, vous allez le lire. Et ceux qui sont honnêtes vont vous le dire. Il y a même un article de votre confrère Agapine Napoléon, Africain, dans ce témoignage-là. Avez-vous vu ça? Ça veut dire qu'au-delà de ses intérêts, quand elle voit venir le danger, elle s'en va. Et quand on n'est pas d'accord, on s'en va. On ne reste pas dans un régime des années durant et sorti finalement pour dire tout était mauvais. Quand c'est mauvais, vous le voyez à l'intérieur et vous voyez que vous ne pouvez rien faire contre. Vous partez. Depuis 2006, vous l'avez vu slalomer depuis 2006 où elle a dit que
ce monsieur qui est venu là, c'était un buisson de d'épines. Vous vous rappelez de ça? Est-ce que depuis lors, là, vous l'avez vu vraiment faire un tour au gouvernement, revenir? Ce n'est pas les appels qui ont manqué. Le président Boni Yayi a appelé à plusieurs reprises au gouvernement, Madame Célestine Zanou. Ça prouvait pas. Il a même fait écrire, vous savez comment il fait pression. Lorsqu'il y a des, comment on appelle, des gouvernements, on fait un peu de mensonges à travers les bandes défilantes. Madame Célestine Zanou, ministre des Affaires étrangères, Madame ceci, vous la verrez pas dans la gadjou. Et c'est pour tout cela que moi je dis, il faut mettre la lumière sur les valeurs. Parce qu'au Bénin, la qualité est un défaut. Il faut qu'on arrête un jour de faire que tous ceux qui sont bons soient cachés. Vous voyez notre Assemblée nationale. Lorsque vous voyez les personnalités qui composent cette Assemblée nationale, vous êtes fiers que vraiment c'est les meilleurs d'entre nous qui sont à l'Assemblée nationale? Vous pensez ça? Donc, suivez-moi en amenant un peu Béninois à comprendre que Célestine Zanou est la solution en 2016. Célestine Zanou, vous la présentez comme une femme compétente, intelligente, charismatique, une femme de principe. Est-ce que tous ces éléments-là suffisent pour élire Célestine Zanou présidente du Bénin? Où est sa base électorale? La base électorale, c'est vous. On ne peut pas laisser, cet élément parce que c'est déterminé, c'est une élection présidentielle. Moi, la dernière fois, j'étais chez moi et puis une vieille, elle m'a appelé. Elle est à Saint-Hérita, d'accord, autour de Ciel-Cam, là. Et puis, elle a dû apprendre que je suis un soutien de Mme Zanou. Elle m'a appelé, bon, j'avais hésité un peu pour des raisons de sécurité, mais son insistance a fait que je suis allé la voir. Et le fitier, né en bloc, n'a mon nawe, né. Et le chodo, elle je veux la voir. Des Béninois comme Madame, je ne veux pas citer son nom, parce qu'elle ne m'a pas dit de rendre public nos échanges privés. Des Béninois de ce genre-là sont nombreux. Ce n'est pas tous ceux qui brillent, qui est de l'or. Et puis, il faut faire la différence entre la foule et les militants. La base électorale de Mme Zanou, c'est moi, c'est vous, c'est James, c'est tous les Béninois, parce que c'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Pour le moment, moi, je suis un électeur, certes, mais vous n'allez pas m'obliger en direct à soutenir votre candidat. En tout cas, nous reconnaissons sa compétence, son charisme. Parce qu'ils sont tous unanimes pour dire que cette dame-là, elle a des capacités. La dernière fois, lorsque le président Soglo nous a invités au Champ de l'Oiseau, sur quelle base elle a identifié Mme Zanou pour être le rapporteur général? C'est parce qu'il sait que nous avons mis le nablo. C'est ça le problème. C'est-à-dire les gens sont dans la salle, nombreux, les prises de parole sont allées dans tous les sens. Mais dès qu'on a dit que c'est fini, est-ce que le rapport est prêt? Elle a dit c'est prêt, monsieur le président. Et lorsqu'elle a lu le rapport, elle est restée tranquille dans un coin. Mais ils le savent tous. Et ils le disent en privé. Seulement qu'on dit oui, si on met cette personne dans le fauteuil, est-ce que l'impunité va continuer? Est-ce que la corruption va continuer? Est-ce que nous allons continuer par bouffer? C'est ça qui fait que les grands électeurs qui défilent chez elle pour lui dire que c'est toi la solution. Tu es resté constant pendant 10 ans. On devait te prendre au dernier mois, ouais, voir, bon, soit c'est les puissants d'argent et autres. Voilà. Mais nous ne sommes pas venus ici pour ça, parce que le Bénin est en danger. Le Bénin est en danger de la recolonisation. On parlera de ce danger-là, de fond en comble. Il n'y a pas d'inquiétude. Nous avons 90 minutes d'émission. D'accord, donc je suis obligé de... 102.3. Je vous remercie quand même de m'avoir permis de parler de Mme Zanou pour montrer au peuple béninois qu'il y a quand même des gens crédibles qui sont derrière elle. Ceux qui pensent que Jacques Ayadi est un apôtre de la vérité, ils doivent comprendre que si je suis derrière elle, c'est parce que j'ai pu lire en elle la capacité de diriger ce pays. Et que quand elle sera au pouvoir et que je serai à côté d'elle, certaines choses ne se passeront pas. On ne fera pas de concours frauduleux. Ça reste à prouver. Vous allez voir que les Béninois nous mettent à l'épreuve. Que les Béninois nous mettent à l'épreuve pour voir si nous allons... Aujourd'hui, je suis directeur, non? Je suis directeur quand même. Vous pensez qu'un autre directeur peut venir dire ce que je dis là? Parce que je suis prêt demain matin à ne plus l'être. Je suis prêt. M. Boni Yayi, il me suit. Je suis prêt demain matin à ne plus l'être. Pour la vérité. Donc, quand bien même Mme Zanou sera présidente, et moi, son collaborateur,
Je ne la soutiendrai pas quand elle va dériver de ce sur quoi on a le temps de la recevoir, même sur ce plateau, de l'écouter, de partager avec elle ses ambitions. Il suffira que vous nous aidiez à entrer en contact avec elle. Dès la fin de l'émission, je lui rendrai compte et puis bon, vous serez même surpris de la recevoir dimanche prochain si son calendrier n'est pas très chargé. Alors, nous allons continuer cette émission. Jacques Kayadji, vous venez d'être reçu le jeudi dernier, 21 janvier, au même titre que plusieurs autres personnalités dans l'ordre national du mérite du Bénin. Quelles sont les raisons de cette distinction, surtout maintenant? Bon, moi, je ne peux pas dire les raisons. Voyez-vous, il y a une périodicité là, les gens demandent des dossiers pour ceux qui veulent être reçus dans l'ordre, dans les ministères. J'avoue que je ne voulais pas le faire. Mais le DRH actuel a insisté. Même je dois dire que mon dossier a été le dernier. Ah, il faut déposer, il faut déposer. Bon, peut-être qu'il a vu en moi que, bon, je fais des efforts. Je dis, bon, votre affaire, au Bénin, là, le chef de l'État donne, comment on appelle, nos médailles à n'importe qui. Quelqu'un passe par ici seulement avec une peau blanche, on lui donne, il dit, mi-tonné, blola, j'ai fait. J'ai déposé mon dossier et c'est parti. Et finalement, j'ai reçu un décret, c'est pas un an après ou quelque chose où on a dit qu'on m'a distingué. Voilà. Donc, je ne connais pas les raisons. Je ne connais pas les raisons. Je n'ai pas été le décideur. Est-ce que cette distinction, à ce moment précis, ne donne pas l'impression que Jacques Kayadji va accepter une compromission avec l'équipe en place, ou bien ça n'a pas été fait un peu aussi pour pousser Jacques Kayadji à être un peu moins sulfureux, comme le disait. Bon, si c'est ça l'objectif, ils ont échoué. Parce que moi, je prends cette distinction du chef de l'État comme un encouragement à dire non à la recolonisation. Parce que je ne peux pas avoir le symbole du Bénin sur ma poitrine et laisser le symbole du Bénin être vendu à la France. Donc, c'est ce que moi je comprends. Hein. Donc, si c'est pour... Êtes-vous communiste, M. Jacques Kayadji? Bon, d'abord, permettez-moi de saluer les membres du Parti communiste. Je ne suis pas communiste, bien au contraire. Lorsque je rentre dans une ancienne vie de président du bureau d'union d'identité du CPU, j'ai combattu les communistes à l'université. Lorsqu'ils avaient voulu que l'AFNEB devienne une fédération, une cellule universitaire du Parti communiste, où les présidents doivent être encore des communistes. Donc après le mandat, les 2 mandats de mon ami Séraphin Agbangbata, que je salue au passage, ils avaient voulu que ce soit un autre communiste, Essa Zidore, pour ne pas le nommer, qui soit son remplaçant. Je me suis battu contre ça. J'ai même sorti un article qui a fait, comment vous appelez ça, le buzz, non? À l'époque, FNEB, Fédération nationale des étudiants du Bénin, où c'est l'université du Parti communiste. C'était le titre de l'article que j'avais distribué à l'époque et qui avait même amené les gouvernants de l'époque à me contacter pour que je crée un syndicat, comme on appelle, pour fragiliser la FNEB, que j'ai créé l'UNEB, en fait. Mais comme je ne suis pas de cet acabit-là, moi, je n'ai pas accepté, malgré, comme on appelle, les avantages de 800 000 francs pour un étudiant qui n'avait que 25 000 francs de bourse mensuelle, l'avantage de P50 et autres, et puis une bourse canadienne lorsque les étudiants vont vous rejeter, tout ça là. Donc, je n'ai pas accepté. Parce que je leur ai dit, ceux-là qui sont aujourd'hui dans l'opposition, je leur ai dit, écoutez, moi, je ne peux même pas amener ça à la maison. Parce que jusqu'en 3e année d'université, mon père continuait pas à me frapper. Continuait pas à me frapper. Donc, vraiment, je suis sincère, il ne continuait pas à me frapper. Là. Et donc, paix à son âme, je ne peux pas... comment il va justifier les sous que vous allez me donner là? Comment il va justifier la paix, c'est avant, quand vous allez à l'école et vous ramenez un bic qui ne vous a pas été acheté par votre père, il vous frappait à mort. Donc, je n'ai pas accepté. Donc, je ne suis pas communiste, mais je voudrais quand même les saluer. Parce que lorsque vous dites la vérité au Bénin, on dit que PCBE à Kagnan. Ça veut dire que dans le PCBE... Mais vos rapports avec Séraphin Agbangbata aujourd'hui sont quand même des rapports très cordiaux, à tel point que vos prises d'opposition sont tellement radicales à des moments donnés, très proches de celles du Parti communiste. On vous pense communiste à travers le pays. Bon, appelez M. Philippe Ngoundianmé pour lui demander si je suis membre du PCB, il vous dira non. Mais je pense qu'on peut être contre eux ou pas. C'est la vérité qu'il y a là-bas.
Moi, c'est les pratiques que je n'ai pas acceptées, mais c'est en train de changer. Je peux devenir membre du Parti communiste demain. Hein. Si les pratiques que je réprouve changent, je peux devenir. Parce que là, maintenant, le Parti communiste a le vent en popo au Bénin. Parce qu'il suffit que vous soyez dans la vérité pour qu'on dise « Ah, est-ce que vous êtes communiste ?» Et vous-même, je crois que c'est la même chose. Vous n'avez pas vu, comment on appelle, comme une manifestation du Parti communiste comme un acteur. Non, je ne suis pas communiste. M. Zakayadi, on va aborder la présidentielle de 2016 après le processus électoral. Avant d'aborder le climat social de l'année 2016, nous avons l'Accenat a enregistré 48 candidatures et 35 ont été transmises à la Cour constitutionnelle pour validation. Votre avis, votre analyse par rapport à ce déluge de candidatures? Non, moi je pense que la fonction présidentielle est galvaudée et banalisée dans le pays. Qui l'a galvaudée? Bon, je ne veux pas dire Boni Yahi, je ne veux pas le dire parce que c'était déjà un peu ça avant qu'il n'arrive au pouvoir. Mais il est venu enfoncer le clou. Où bon, tout le monde veut être président parce que bon, on a vu que c'est facile. Il suffit d'être à la BOAD, venir au Bénin quelques mois avant les présidentielles, commencer par faire les visites de chantier financées par la BOAD, aller s'accroupir devant les rois, s'abaisser devant les rois, se coucher par terre pour les saluer, pour devenir président. Les gens ont vu qu'il y a une facilité et tout le monde est candidat. Donc moi, comme ce n'est pas interdit par la loi, je ne vais pas m'appesantir sur ça. Bon, voilà. Les gens, s'ils se sentent capables, c'est-à-dire s'ils pensent qu'ils remplissent les critères pour être candidat, pourquoi pas? Mais justement, ces gens-là qui remplissent les critères, en tout cas parmi les 48, il y en a eu quand même 13, dont certains qui se sont retirés d'eux-mêmes, mais une bonne dizaine n'ont pas été capables de payer la caution de 15 millions de francs CFA. Mais pourtant, ils ont osé déposer leur dossier. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là? Bon, ils ont profité des faiblesses de nos tests pour faire leur show. Parce que lorsque vous avez déposé votre dossier, vous avez les caméras, vous avez une intervention publique, bon, vous avez le tapis rouge avec des accolades du président de la Sénat et autres là. Bon, les gens, ils ont voulu avoir ça. Pourquoi pas? Vous aussi, vous auriez pu le faire, sachant bien que vous n'avez pas les 15 millions. Je pense que désormais, il faut faire en sorte que le paiement de la caution soit vraiment le premier pas à poser, à franchir par ceux qui aspirent à être candidats. Sinon, bon, aujourd'hui, c'est 48, hein. Peut-être en 2021, ce serait 1000. Et le président de la Sénat est obligé de les recevoir. Peut-être qu'avant ça, il y aura des toilettages au niveau du code électoral et de la législation en vigueur. C'est pourquoi il faut remettre le pays à la dynamique du changement pour un Bénin debout. Parce que tout est écrit. Nous, on n'affabule pas maintenant. Toutes les réflexions sont là, consignées dans des documents. Et il y a des blois. C'est quand les gens, bon, ils dormaient, ils savaient. Que nous, la réflexion est en continu. Et donc, il faut donner le pouvoir à Mme Célestin Zanou pour qu'elle puisse convoquer immédiatement le dialogue national. Parce que le Bénin, la solution pour sortir le Bénin de sa situation actuelle ne peut pas appartenir à une seule chapelle. Et la campagne n'est pas ouverte. Nous n'avons pas. C'est tout le mal qu'on peut. C'est la question que vous m'avez posée. Mais c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. En tout cas, on a l'occasion. Sachez que dès qu'elle sera investie le 6 avril 2016, le premier décret qu'elle va signer, ce serait le décret de mise en place du comité préparatoire des assises nationales. Ces assises auront lieu au plus tard en juin. Et chacun, toutes les chapelles doivent amener sur la table leurs propositions pour le pays. Et c'est la synthèse qui sera donc... On aura l'occasion d'en parler. Aujourd'hui, M. Jacques Ayadi, nous avons au nombre des candidatures déposées à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Je cite, je dis n'importe quoi, nous avons celle de Patrice Talon, un homme d'affaires très influent sur le terrain, Sébastien Adiabon, très influent sur le terrain, Ablai Bio Tchane qui revient pour la deuxième fois, qui est également sur le terrain. Nous avons l'ancien Premier ministre Pascal Irénée Koupaki, le Premier ministre en fonction, Lionel Zissou. Derrière lui, il y a une certaine coalition qui s'est formée le jour même
de la clôture du dépôt des candidatures. Nous avons la coalition FCBE, PRD, RB. Avec cette configuration, est-ce qu'un chaos est envisageable aujourd'hui au Bénin pour l'un ou l'autre des candidats? D'abord, permettez-moi de constater avec vous que les élections du 28 février 2016 là se présentent comme un match de football où les joueurs professionnels sont renvoyés à la tribune et ce sont les sponsors et autres là qui sont sur le terrain en train de jouer. Abdelio Tchadé, il est son sponsor? Non. Voyez-vous, je ne vais pas catégoriser. Lorsque vous prenez tous ces candidats, il n'y en a pas plus de 3 qui aient quelque chose à proposer au PBI. Je ne vais pas citer, parce que si je me mets à citer maintenant, bon, peut-être que vous aurez des problèmes ici ou bien quelque chose, mais moi je ne vais pas citer. On n'a pas de problème, le débat est ouvert. Si le débat est ouvert, sachez que... Mais quand vous dites que c'est des joueurs et que les professionnels sont sur les bancs et que c'est les mécènes, les sponsors qui sont sur le terrain, cela pose un problème. Non, ce n'est pas seulement les sponsors. C'est que quelques spectateurs là, ils sont sur le terrain avec les sponsors et ils renvoient les joueurs, comme on appelle, au niveau des tribunes pour les regarder et les applaudir. C'est ce que... Et dans cette configuration, est-ce qu'un chaos est envisageable? Dites-nous, M. Jacques Ayadi. D'abord, donc vous êtes d'accord avec moi que je ne cite pas ceux qui... On peut s'en passer. On peut s'en passer, parce que si je dois citer maintenant, les gens vont comprendre que le Bénin n'a pas besoin d'argent. J'entends des gens qui disent oui, je vais amener de l'argent, alors qu'ils ont eu à gérer le plus grand fonds européen, le PAI, et le Bénin n'a pas eu un COPEC. J'étais au stade hier à une émission grand public où bon, le seul programme c'est que Miabekoya. Non, le Bénin n'a pas un point d'argent. Si le Bénin avait un point d'argent là, on ne serait pas à ce niveau-là. Parce que l'argent vient, vous n'avez pas l'organisation en place et les gens dilapident l'argent. Donc, je me dis, si un chaos est possible, oui, un chaos est possible. Si nous laissons faire, un chaos est possible. Parce que c'est sûr, c'est le chaos déjà planifié qui fait que, bon, on fait feu de tout bois pour nous montrer qu'il y a des, comment on appelle, des alliances contre nature. L'alliance PRD, RB, FCBE dont vous parlez là. C'est une alliance pour préparer psychologiquement le PB Nord au chaos, mais qui n'aura pas lieu. Et je profite de votre antenne pour dire que les gens sont en train d'acheter les cartes des lecteurs. Déjà avant la distribution? Non, vous savez, les anciennes cartes. Parce qu'on va voir les femmes, puisque c'est elles qui sont plus manipulables, les femmes qui n'ont pas... les femmes des marchés et autres là. On leur donne 5 000 francs. On dit oui, bon, mais il y a 4 heures, mais il y a photocopie pour moi. C'est-à-dire, on prend leur carte, on photocopie, on leur remet la carte contre 5 000 francs. Ça se passe à Cotonou, 12e arrondissement. Ça se passe à Dango. Vous avez des preuves de ce que vous dites là? Vous allez voir une conférence de presse très bientôt pour parler de ces histoires-là. Et lorsque les gens vont prendre les photocopies de ces cartes des lecteurs-là, et comme ils ont déjà fait le deal dans l'alliance PRD, RB, FCBE, et que ça renvoie là, il y a un rôle à jouer au niveau du COSDEPI, lors de la reproduction des cartes, parce qu'ils ont dit que les cartes qui nous ont servi à aller aux élections en 2015, ces cartes ne seront plus valables pour les présidentielles. Donc il y aura une nouvelle distribution de cartes d'électeurs. Qui commence dans quelques jours. Les photocopies qu'ils ont eu à prendre là, ils vont fabriquer les cartes de ces gens-là. Et ils vont mettre ces cartes-là dans des zones inconnues. Quelqu'un qui est à Cotonou, on peut envoyer sa carte au nord. On peut envoyer sa carte à Abomey, quelque part. Si bien que ces gens-là qui ont naïvement remis la photocopie de leur carte d'électeur contre 5 000 francs, on va reproduire leur carte, mais on va mettre la carte quelque part où ils ne pourront jamais trouver. Ils vont chercher leur carte partout. Ils n'auront pas ces cartes-là. Et les fraudeurs de cette alliance-là iront récupérer ces cartes-là, puisqu'ils sont présidentiels ou la circonscription électorale, c'est l'ensemble du territoire, ils iront voter en leur lieu et place.
Et je pense que les candidats qui ont formé une coalition de rupture au Novotel ont intérêt à investiguer dans ce dossier, à prendre la liste de tous ceux-là qui ont eu à vendre la photocopie de leur carte d'électeur pour qu'on fasse en sorte que leur carte soit retrouvée. Mais sinon, si rien n'est fait, ces gens ils sont des milliers, ils ne retrouveront pas leur carte. Mais est-ce que Jacques a dit, est-ce que ce que vous dites là est vraiment réaliste? La simple photocopie d'une carte d'électeur permettrait de soustraire de la liste des prochaines cartes les personnes dont les cartes ont été photocopiées et puis elles seraient envoyées quelque part. Je n'ai pas dit de soustraire. Est-ce que les cartes de ces personnes seront produites quand même dans la nouvelle... Produites, mais mises dans une destination connue seulement d'eux. Vous comprenez ce que je dis? Et ceux qui voteront à ces endroits-là, à cette destination. Bien sûr, ils vont récupérer, ils vont donner ça à des gens à qui à leur cause, qui vont voter en lieu et place de ceux à qui on a pris les photocopies. Vous comprenez ce que je dis? Donc, avec la copie de la carte, on a toutes les données de l'électeur. D'accord? On prend ces données, on va fabriquer la carte, et au lieu d'envoyer... Mais besoin de cela, puisqu'on a dit à la LEPI, ce sont eux qui ont donc géré la LEPI. Est-ce qu'ils ont besoin d'aller photographier les cartes des citoyens avant de produire des cartes de personnes dont ils vont soustraire les cartes? Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Sinon, la LEPI, la totalité des noms se trouve entre leurs mains. Il faut laisser tout ça là. Il faut bleurer là. Et comment on appelle? Quand il dit là, on a déjà dit à la personne, voilà ton centre de vote, voilà ton bureau de vote, voilà là où tu iras chercher, comment on appelle, ta carte d'électeur. Parce qu'ils ont fait tout ça, ils ont échoué aux élections législatives. D'accord? Maintenant, comment faire pour remonter la pente? Il faut reprendre ça là. On prend la carte. Au lieu de me donner ma carte, moi je suis, par exemple, moi mon bureau de vote est au Ciné Concorde. Au lieu d'envoyer la carte de Jacques Ayadi au niveau du Ciné Concorde, on peut l'envoyer à Savalou. Moi, je ne peux jamais savoir que ma carte est à Savalou. Je vais la chercher partout. Et à Cotonou, je ne vais pas la trouver et puis je vais me décourager. Mais pendant ce temps, quelqu'un aurait déjà récupéré ma carte là-bas et il va voter en Il votera à Savalou. Hein? Et votera, vous savez, c'est une élection présidentielle. La sélection électorale, c'est l'ensemble. Si vous votez n'importe où là, ça sera compté. Ce n'est pas comme une élection locale. Vous attendez à ce qu'il y ait énormément de votes par procuration, c'est cela? Ce n'est pas vote par procuration. On va prendre votre carte. Est-ce que lorsque vous avez voté, les gens regardent la photo de celui qui est arrivé? Ils n'ont pas. On ne regarde rien. On a mis des empreintes, ça ne sert à rien. Si on vérifie les empreintes, comment on appelle ça? Digital. De toute façon, ça reste à confirmer vos affirmations. Moi, je ne suis pas un rigolo. Je dis des choses qui sont vraies. Allez dans le 12e arrondissement. Les gens m'ont appelé à Dango parce que les gens pensent que je suis un recours au Bénin. Mais après, on dit, il y a le 4, mettons les UA. Bon, il faut qu'on a mis 5 000. Je vais aller à Dango. Faire un reportage, si possible. Et après, faire une conférence de presse. Et quel doit être le rôle de ceux qui optent pour la rupture dans il faut que la coalition s'investisse sur le terrain pour contrer la fraude, sinon ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce que la France a déjà positionné des gens un peu partout. Hein. Lorsqu'on va vouloir contester les élections, ils vont envoyer les gens pour soutenir, comment on appelle, le nouveau gouverneur qui sera frauduleusement désigné président de la République. Ils ne le savent pas encore. Donc, voilà ce que j'ai à dire en attendant que nous... Ouais, vous savez que vous l'avez déjà indiqué sur notre plateau, un de nos plateaux, ici, le comportement de la Renaissance du Bénin dans ces élections. Oui. Le fils qui soutient un candidat, le papa qui sort et qui ne précise rien du tout. Non, le papa n'a pas besoin de préciser rien du tout. Pourquoi il n'a pas besoin de préciser rien du tout? Papa a une position. Quelle est sa position? Sa position, il dit non à la recolonisation. C'est-à-dire tout sauf Lionel Zinsou. Vous aviez dit ne pas y croire. Oui, maintenant, vous êtes en train, nous sommes à l'ère des additions. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Lorsque quelque chose ne me plaît pas, je m'exprime. Mais après cette expression de mon impression, moi, je suis un partenaire du président Soglo aujourd'hui. Je suis son partenaire. Je dois aller lui serrer la main pour dire, évidemment, vous êtes sur la bonne voie. Donc, on doit tout faire. Moi, j'ai vu le patriarche sortir la dernière fois. Où les gens sont... La dernière sortie vous l'a convaincu? Ce n'est pas affaire de convaincu ou pas. C'est-à-dire, ce que je suis en train de dire,
C'est la même chose qu'il est en train de dire. Donc, nous sommes circonstanciellement ensemble pour faire ce combat contre la recolonisation de notre pays. Donc, moi, vous voulez que je parle de l'IALI, non? C'est parce que nous sommes au Bénin que les gens comme ça sont, comment on appelle, en vue. Sinon, comment on appelle, quel mérite il a, à part le fait qu'il soit, comment on appelle, le fils d'un ancien chef d'État. Aucun mérite. Moi, j'ai mis mon mérite de dire. Il a fait quoi dans ce pays? Rien. Rien. C'est quelqu'un bon, qui est en perte de vitesse, qui n'a pas pu se faire élire député la dernière fois. Il s'est fait élire maire. Ah, on ne se fait pas élire maire. Il s'est fait élire conseil. Mais avec quand même la majorité des conseillers, pas la majorité absolue, mais la majorité quand même. Oui. C'est pas une élection qu'il a pris la tête de la mairie de Cotonou. Oui, c'est non, d'accord. Parce qu'il faut faire la différence entre le suffrage universel direct et le suffrage indirect. D'accord. Donc, quand on dit c'est faire élire maire, c'est comme si l'élection du maire est une élection un scrutin uninominal. Non, uninominal, il ne va jamais réussir. Parce que Cotonou ne veut plus de l'IALI. Et comment on appelle, c'est pas à cause des agissements de l'IALI que la RB a eu la débâcle des élections législatives. Et bon, on lui a dit, bon, l'eau de consolation, on lui a donné une nouvelle chance pour voir s'il peut se corriger. Mais il a pris cette chance pour frapper les populations de Cotonou en allant s'allier, n'est-ce pas, aux forces du mal. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, si les populations savaient que dans 2 mois, l'IALI allait se comporter comme ça, en toute désinvolture par rapport à sa base, pour dire, bon, moi, j'opte pour la continuité, n'est-ce pas, de la Gadjou, mais personne n'allait voter pour lui. Attendez le 28 février pour voir, parce qu'à moins qu'il change, il a encore le temps de se ressaisir pour dire, ah, population de Cotonou. Il y a déjà un logo qui est sorti, le logo de la relation du Bénin est déjà placé sur... comment on appelle, c'est un logo de la malédiction de notre pays. Qui a maudit sur le logo? Non, c'est un logo de la malédiction de notre pays. Parce que tout le monde est unanime pour retenir que le président Boni a destructuré ce pays 10 ans durant. D'accord? Tout le monde est unanime que nous n'allons plus retourner à l'époque coloniale. Et puis, quelqu'un qui est d'Abomey, peut-être que, bon, comme ils ne sont pas trop restés ici, bon, il n'a pas la culture. Et tout Abomey, c'est une léa. Il ne connaît pas l'histoire. D'accord? Il peut vraiment oser, comment on appelle, se donner à cette histoire-là, en oubliant tous les combats que les différents rois d'Abomey ont eu à mener contre Vous parlez des rois d'Abomey, mais Lionel Zinsou a été reçu et pratiquement intronisé presque à Abomey par le roi Agoliagbo. Oui, il va le faire. Vous savez que bon, les rois danseurs au palais là, moi je ne veux pas parler des rois qui dansent au palais, des rois qui désacralisent leur trône, des rois qui profanent leur trône. Je ne veux pas parler de ces rois-là. Sinon, sur quel critère il a fait? Sur quel critère? Il est où? C'est-à-dire, pour ceux qui... Ils se maudissent. Le roi Agoliago se maudit lui-même en prenant le trône de Dahomey pour faire ce qu'il est en train de faire. Vous parlez d'un grand dignitaire. Quelle dignité? Ils n'ont de dignité que, c'est pas quoi. Leur dignité est dans un mouchoir de poche. Il faut pouvoir leur dire que ce qu'ils sont en train de faire de ce pays-là, ils vont le regretter bientôt et très bientôt. Parce que nos ancêtres, ils sont déjà en ordre de bataille pour en découdre avec tous ceux qui sont à cause de l'argent ou bien à cause des postes en train donc de tout désacraliser dans notre pays. Votre ressenti par rapport aussi à la position du PRD? C'est la catastrophe. Parce que bon, mais d'ailleurs, quand ils peuvent situer derrière mieux tout. Ok, pour la RB, on comprend déjà, bon, ils font un peu, c'est l'épouse infidèle, la RB.
on va un peu, on met sa femme quelque part, après on envoie quelqu'un au gouvernement, après bon, on s'associe, après on dit oui, le plat de lentilles ne suffit pas pour que je vende mon âme, et puis 3 mois après, ce plat de lentilles devient tellement suffisant que bon, à caractère et des communautés, je ne parle pas de ça. Mais le PRD a trahi la journée du 19 mai. Le PRD nous a trahis. Vous savez, le 19 mai, le Bénin était au bord de l'éclatement. Imaginez un instant où monsieur, quand on faisait le décompte là, Atahu Henoko avait prononcé pour la 42e voix le nom de Komi Koutié, ce que le Bénin allait devenir. Qu'est-ce que le Bénin serait devenu? Le Bénin serait resté le Bénin. Les mêmes fils du Bénin. Vous le savez. Vous le savez. Nous ne voyons pas dans de boule de cristal. Vous avez cette même perception qui est différente de la nôtre. Vous le savez. Oh, je ne dis pas qu'on va forcément basculer dans la violence. Mais les gens, c'est-à-dire, ils vont désespérer. C'est-à-dire, il y a quoi. Il y a des gens qui vont mourir. Parce que les gens... Comment? Moi, j'ai vécu. Le Tia Porto Novo. Bien, le Tia Porto Novo, bien sûr. Et puis, j'aurais pu être arrêté en soutenant Adeline Ngouedi. Parce que sur Radio Tokwa, je disais, bon, je vais à Porto Novo pour aller installer Adeline Ngouedi dans le fauteuil présidentiel à l'Assemblée nationale. Bon, dès que je suis arrivé, le commissaire de Porto Novo, Agossadou, mon frère de village, mais il était venu me voir, il faut que vous quittez ici. J'ai dit, mais pourquoi il doit quitter ici? Après, j'apprendrai que qu'on me soupçonne d'avoir planifié une insurrection au cas où Komi Koutié gagnerait l'élection. J'avais fait faire tout ça pour qui? Pour que, après nous, ne soit pas nous. Mais celui pour qui on a fait ça a dit, je ne vous ai rien demandé. Je vous ai rien demandé. On verra ce que le PRD... Mais il a argumenté, il a dit que le PRD est fatigué de rester dans l'opposition. Ça, c'est une idée à ça, là. C'est une idée à ça. En tout cas, attendons le 28 février. Adeline Ngouedi, bon, c'est un patriarche, bon, il n'a plus rien à perdre, rien à gagner. C'est comme, je connais des parents irresponsables, je n'ai pas son cas forcément, qui, à la veille de leur mort, il y a un dogoudé, donc vidéo. D'accord, et puis bon, on se met à vendre tout ce qu'on a dans santé, je vois, vous connaissez des parents irresponsables comme ça, non? Mais le comportement de Ngouedi s'apparente un peu à celui de ses parents irresponsables pour dire, bon, le PRD, lui n'a pas pu utiliser le PRD pour être président, bon, après lui le déluge, donc il va... Parce qu'il n'a plus rien à perdre, que le PRD disparaisse aujourd'hui ou pas, quel est le problème d'Adeline Ngouedi? Et je ne sais pas pourquoi il a donné le coup de... Comment vous appelez ça? Le coup de grâce? Le coup de grâce à son parti, qui va disparaître au lendemain du 28 février. Comment trouvez-vous le comportement, pour finir sur cette question, le comportement de la base, c'est-à-dire la base électorale de la Renaissance, la base électorale du PRD? Est-ce que le calcul arithmétique qui constitue a dit que voilà les forces que le premier émergent ont eues pour les législatives dernières, tel nombre de députés, PRD, RB, donc quand on fait le calcul, voilà ce que ça donne, le chaos est envisageable. Avec tout ce que vous avez démontré actuellement, quel sera le comportement? La base ne suivra pas. Et eux, ils n'ont pas besoin que la base suive. Eux, ils ont leur chaos déjà dans les ordinateurs et ils veulent se justifier. C'est-à-dire, on prend PRD plus RB plus chose là. Ça fait FCBE. Ça fait, en oubliant que FCBE, c'est plus FCBE parce que tout le monde est parti. Il n'y a que les ministres maintenant et bien les directeurs comme Agossa là, qui sont encore dans FCBE en train de parler. Et RB, le père Souglo dit non. La mère Souglo dit non. J'ai vu que tout le monde au 12e arrondissement dit non. Ils sont nombreux à dire non. Donc, comment on appelle, Léadi Souglo a été obligé de leur dire oui, je reconnais, ne vous a pas associé avant de prendre ma décision. Ça veut dire qu'il a vu seulement la furie des gens. Ça ne sera pas suivi. Ça ne sera pas suivi, ni à Porte-Nouveau, ni partout. Mais quand Léadi Souglo a rencontré ses militants, ses conseillers, ils lui ont renouvelé cette fois-ci. Ils lui ont dit, bon, cette fois-ci, nous revenons à vous. Nous vous soutiendrons jusqu'à la victoire de Lionel Densou. Mais vous n'êtes que journaliste. Vous n'avez pas appris... Vous ne connaissez rien de la politique politicienne. Non, ça, c'est la politique politicienne. Mais au final, non. Ils l'ont dit. Non, ils ont dit même ça. Celui qui a prononcé la déclaration qui
qui a essayé de rassurer Léa Dissoglo. Vous allez voir. Laissez cette affaire-là. C'est le 28 février qui est la chose là. Et puis, je vote, je reste là. Je vote, je ne bouge plus là. Il faut qu'on applique ça. Ils n'ont aucune chance de passer. Aucune chance. Mais Naïk Bébona, qui va accepter ça là? Non, tout le monde, je crois que... Qui peut accepter cette affaire-là? Tous les Béninois ont cette voilà image. notre coup présidentiel. Non, c'est pas un coup présidentiel. On n'a pas encore un coup présidentiel. On n'a pas encore un coup présidentiel. Le seul coup présidentiel que nous avons actuellement, c'est le couple Thomas Bouniaï et la madame Chantal Souza. On attend. Tous les Béninois ont cette image-là. On n'a pas besoin de parler ça. En tout cas, moi, je vais circuler dans tout le pays avec ce coup présidentiel. Ce n'est pas encore un coup présidentiel. Le seul coup présidentiel que nous connaissons au Bénin actuellement, c'est le couple Thomas Bouniaï et Chantal Souza. Et au soir du 6 avril prochain, on aura un autre coup présidentiel. C'est ça que je dis. Il y a plusieurs coups présidentiels. J'aimerais savoir quel est le problème, même si le coup présidentiel est celui que vous êtes en train de décrire. Oui. Quel est le problème? Imaginez un instant qu'un franco-béninois ou un bénino-français qui ne va en France que pour ses vacances se présente aujourd'hui en France pour dire « je veux être président de la France ». Quelle serait la réaction aux États-Unis, le président américain Barack Obama, il a une épouse noire, totalement noire. Ça ne pose pas problème aux Américains. Mais pourquoi pensez-vous que l'épouse blanche du Premier ministre Léa Dissoglo, qui est lui-même béninois quand même, doit poser il est un tout petit peu béninois. C'est pas moi qui l'ai dit. Il est un tout petit peu béninois. Pourquoi vous voulez comparer toujours le cas Barack Obama au cas Lionel Zissou? Barack Obama, c'est vrai, il est d'origine africaine. Il a passé toute sa vie aux États-Unis. Il est président des États-Unis. C'est ça. D'accord? Donc, pour que nous puissions comparer le cas Obama au cas Lionel, il faut que Lionel se présente aux élections présidentielles en France. Parce que c'est là-bas qu'il est resté toute sa vie. Il ne vient au Bénin à 16 heures, qu'à 16 heures de repos. Vous pouvez accepter ça, vous? Vous voulez dire que, par exemple, aux États-Unis, c'était une population métissée à la base. Bien sûr, en Afrique du Sud, il y a une population métissée à la base. Et qu'au Bénin, c'est vous voulez pays, que ce soit un vacancier qui soit notre président? C'est au peuple de décider, M. Jacques. Oui, il faut parler au peuple. C'est au peuple de décider. Il faut pas. Nous avons été à l'école, vous et moi, pour pouvoir éclairer le peuple. Parce que le Bénin nous a tout donné. C'est le moment de lui faire le retour. Et pour lui faire ce retour-là, il faut l'amener à ne pas commettre une erreur. Anoa Gontier, la forêt à montant Anoa. Et tu veux être notre président, ce n'est pas possible. Je pense que le vote du 28 février, là, c'est un vote de tout le monde, y compris tous ceux qui sont morts au Bénin depuis 1960, là. Et même bien à fond va voter. Le Bénin n'acceptera jamais. C'est bon, là, s'ils sont enregistrés dans ils n'ont pas besoin d'être, ils viennent donc hanter tout le monde. Ceux qui veulent voter, c'est comme ça le problème. C'est comme ça ils vont sortir pour venir nous aider à éviter. Dans l'élection de 28 février, c'est également une élection spirituelle, c'est ça? Oui, tous les morts vont sortir de tous les cimetières du Bénin, de tous les villages. Donc vous l'approuvez l'autre candidat qui était rendu dans un cimetière pour en tout cas, que tout candidat qui pourrait le battre, lui, doit périr. Non, moi je ne suis pas dans ça. Mais je dis les morts seront dans les bureaux de vote pour superviser frapper tous ceux qui vont vouloir vendre ce pays. Si tu vas dans un bureau de vote avec l'intention de voter Lionel Zissou, tu auras nos morts devant toi. Pourquoi nous avons plusieurs candidats qui sont en liste. C'est comme nous avons plusieurs couples présidentiels qui ont chacun leur chance. Pourquoi le cas de Lionel Zissou quand même pose autant de problèmes? Ça vous pose problème aussi? Non, pas du tout. C'est un Béninois, ça ne pose pas encore de problème aux journalistes. C'est un Béninois qui ne connaît pas le... Moi, je vais souvent en France. Le président de CFOR Osoglo que vous adorez tant et tout ça, lui, il a une double nationalité. Oui, bien sûr. Le problème, la plupart des présidentiables n'ont-ils pas de double nationalité? Le problème, c'est pas la binationalité. C'est pas ça le problème. Est-ce qu'il y a tout en main? Est-ce qu'ils connaissent le Bénin? Mais quand M. Osoglo est arrivé en 1990, est-ce qu'il connaissait vraiment? Il connaissait parce qu'il a d'abord été ministre dans ce pays d'abord. Il faut pas tordre le poids à l'histoire.
faut pas tordre le cou à l'histoire. Le président Soglo n'est pas né quelque part. Il est resté exclusivement là-bas. Il vient au Bénin. Non. Et il n'ont Togo Dobola. Il connaît le Bénin. Il connaît. Et puis on a vu comment il a géré ce pays. Donc, nous ne pouvons pas accepter ça. C'est pas possible. C'est pas un vacancier. Vacancier non afi. Et il vient, il dit que je vais, et il utilise l'immoralité pour arriver au pouvoir. Les moyens de l'État. Son père, qui n'a aucune fonction publique, circule pour faire de campagne avec des véhicules officiels. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? La loi ne l'interdit pas. Jusque-là, il est encore en fonction, il n'a pas d'émission. Son père aussi est en fonction. Est-ce qu'il y a une loi qui dit que si X est nommé est dans le gouvernement et qui ne doit pas prendre un de ses parents dans son véhicule, est-ce qu'il y a une loi déjà qui l'interdit? Ce n'est pas dans son véhicule. Non, on lui a montré le premier hectare, nous en est-ce qu'il y a une loi qui l'interdit? Ah bon? D'abord, donc, moi-même, je vais prendre un véhicule, remettre. Non, c'est d'abord ça la question. Non, est-ce que la loi l'interdit? Toutes les lois l'interdisent. Même le fait que Lionel Zinsou, même Premier ministre, se déplace sur le terrain pour faire de campagne, il ne doit pas se déplacer avec les moyens de l'État. C'est interdit, pas par la loi. Et puis, est-ce qu'il peut faire ça en France? Ce qu'il ne peut pas faire en France, d'abord, il nous prend comme des moins que rien, des moutons. Comme il dit que nous sommes des Africains qui appartenons à l'Europe et qui ignore. Vous avez suivi cette intervention de Lionel Zinsou? Il dit que nous, là, et Matedom, que nous sommes des propriétés de la France. Vous avez vu? Il a été devant l'UMP. Et il dit de ne pas nous dire ça. Et Matedom, il sait où? Si les Béninois peuvent faire cette erreur-là en faisant ça, ils vont... Mais maintenant, en dépit de tout, Lionel Zinsou est candidat d'une grande coalition. Non, c'est faux. Il est candidat d'une coquille vide. Il faut pouvoir le dire. Il faut mettre ça dans la tête des populations. Parce que, quoi qu'il en soit, Jacques a dit, oui, Lionel Zinsou est candidat. Oui. Et il est candidat de la dissension, de la division et de la destruction du Bénin. Il faut pouvoir le dire aussi. Que ferez-vous si, malgré tout ce que vous dites, il gagne la prochaine présidentielle à la régulière? Il ne peut pas gagner les élections. Il peut pas. Il ne peut pas. Ça, c'est votre conviction. Non, c'est la conviction de tous les... Non, comment pouvez-vous jurer sur l'intérieur, le fort intérieur des autres Béninois? Moi, je voudrais bien voir mes parents d'Awaya prendre le bulletin unique et n'identifier que le blanc pour nous diriger. C'est pas possible. Et s'il doit. Donc moi, je ne veux même pas envisager ça. Le logo qui attirerait, ce n'est pas c'est le logo FCBE, c'est le logo PRD ou c'est le logo RB. Non. D'abord, ce logo-là, c'est la malédiction. Ce logo, c'est la malédiction. C'est une salade russe. Vous avez vu, on a mis Cori, on a mis Arc-en-Ciel, on a mis la carte divine. Ça c'est un logo, ça là. C'est un logo, ça là. Est-ce que ça n'aurait pas été un bon logo si le candidat n'était pas Lionel Zinsou? Pardon? Est-ce que ça n'aurait pas été un bon logo si le candidat n'était pas Lionel Zinsou, si ça avait été un autre membre des forces? Si c'était Zanou maintenant. Non, que ça a été à l'escroquerie. D'abord, nous ne sommes pas dans l'indignité. Vous n'aurez pas accepté le soutien du FCBE? Quel soutien du FCBE? Si Mme Zanou avait pu obtenir le soutien des forces pour Bénin, de la Renaissance du Bénin et du PRD. Non, si les gens FCBE sont déçus, on dit, nous avons tellement, on ne croit plus, on ne peut pas vous refuser que les gens votent pour nous. Mais vous n'allez jamais voir Mme Zanou aller vraiment s'acoquiner avec ça. Non. Mais si les gens veulent voter, ils vont voter. FCBE même, c'est pas concret. C'est pas concret, c'est abstrait. Ils sont là seulement, les gens, si on enlève quelqu'un du gouvernement, il sort de FCBE. Si on enlève quelqu'un d'un poste, il sort de FCBE. Donc FCBE, c'est quelque chose pour jouer. C'est-à-dire, laissez ça. Laissez cette question si FCBE soutient Mme Zanou, tout ça. Si les gens veulent voter pour nous, on va voter. Mais cette alliance contre nature là, imaginez un instant que Mme Zanou appelle aujourd'hui à voter Lionel Zinsou. On va la décapiter. Elle n'osera même pas dire ça au sein de l'équipe qui est autour d'elle. Les décapiter, c'est pas la tuer, mais elle ne le dira même pas. Parce que si elle était capable de dire un truc comme ça, vous ne verrez pas un certain Jacques Ayadi avec elle. C'est pas possible.
Monsieur Jacques Ayadi, prenons à présent monsieur Lionel Zissou, c'est-à-dire il est au gouvernement actuellement. Et depuis qu'il est arrivé, il y a un certain nombre de faits malencontreux, de scandales, c'est-à-dire les concours frauduleux, etc. Et il ne s'est jamais prononcé. Comment vous l'expliquez? Est-ce une stratégie ou carrément ça ne lui dit rien? Il a dit la continuité. Vous l'avez suivi à la Sénat. Il a dit également de rupture. On ne peut pas rompre. Il ne peut pas avoir la foi, la rupture et la continuité. Et c'est Francis Béaya. La rupture et la continuité. Les Béninois même, on va leur expliquer ça en fond. Le moment venu, qu'il nous propose quelque chose d'impossible. Parce que quand il sera incapable de résultats, il va vous dire que moi, je vous ai proposé continuité et rupture. Or, je ne savais pas que c'était impossible. Quand on allait à l'école, on vous donne des équations à résoudre. Et puis, on trouve S égale à phi, ensemble vide. Donc, continuité et rupture, ça ne donne rien à Dimano Edé. Et il veut faire de la continuité. Et c'est son droit. Et pourquoi vous êtes contre la continuité? Le chef de l'État, Thomas Bonou Yahi, a quand même posé un certain nombre de jalons. Il serait quand même bien qu'il positionne quelqu'un pour continuer l'œuvre. Oui, justement, pour des jalons. Oui. Justement, vous êtes dans un ministère qui a quand même, où le chef d'État a quand même des acquis. Même s'il n'a pas fait les 200 km qu'il revendiquait déjà en 2010, il a quand même réhabilité beaucoup de routes. Aujourd'hui, moi, je vais à Savalou sans avoir plus à passer par Porto Novo. Bon, peut-être vous allez à Savalou, d'accord. Je pense, mais n'oubliez pas qu'en Dassai et Savalou, il y a problème. Vous parlez d'Akatato Boycon. Je voudrais vous dire solennellement aujourd'hui que les Béninois m'écoutent, que le secteur des infrastructures, c'est le secteur dans lequel le gouvernement Boni a le plus échoué. Et je veux quelqu'un qui pense le contraire, quelque part, pour qu'on puisse faire le débat. Parce que la chemise que vous avez là, lorsque vous la laissez complètement s'abîmer, d'accord, et vous allez en prendre une autre, vous ne pouvez pas comptabiliser les deux à la fois. D'accord? Vous ne pouvez pas. Donc l'entretien routier, ça ne dit rien à Boni Yahi. Or, dans tous les pays du monde, c'est la maintenance du patrimoine routier qui est la priorité. C'est la faute du gouvernement si les routes se dégradent? Oui, c'est la faute du gouvernement parce qu'en fait, une route, c'est comme un enfant. Lorsque vous mettez au monde un enfant, vous l'entretenez. Vous n'attendez pas qu'il soit malade avant de lui donner à manger. C'est pourquoi, lorsque vous prenez une route, il y a ce que nous appelons l'entretien courant, qui doit être compris comme l'entretien de tous les jours, même s'il n'y a pas de problème. Il y a l'entretien périodique. Et puis, bon, quel que soit l'entretien que vous faites, lorsque la route atteint son niveau de vie, vous pouvez passer à la réhabilitation. Mais aujourd'hui, on construit, on laisse. Parce que le chef d'État, lui, il est dans le show tout le temps. Ne me parlez plus jamais d'Akassato Boycon. Parce que je risque de bondir sur vous, parce que c'est un scandale à nul autre. Vous bondissez aussi? Non, non, pas au sens de quelqu'un est ici, non, et je vais tous, c'est pas ça. Une route qu'on doit faire à 52 milliards, ils l'ont fait à 107 milliards. Les 55 autres sont où? Donc je préfère que la route Akarato Boycon reste dans l'état où il était que de faire ce que nous avons fait là. Et deuxième chose, cette route n'aurait jamais été dans cet état-là si Boni Yahi n'était pas arrivé au pouvoir. Parce qu'avant qu'il ne soit là, il y avait déjà un projet bouclé qui était en essence de démarrage pour reprendre la route Akarato Boycon, mais sous la forme 2 fois 1 voie. D'accord? Lorsque Boni Yahi est venu, il a dit qu'il a trop d'ambition. Non, on ne peut pas faire 2 fois 1 voie sur Akarato Boycon. Lui, il veut faire double voie. C'est comme ça qu'il a remis en cause ce qui était là. On a fait 10 ans. Nous n'avons pas eu les 2 fois 2 voies. Ou vous avez l'impression que vous avez 2 fois 2 voies de Godomé à Boycon? Non. Au contraire, nous avons une route étroite qui ne durera pas. Moi, je vous donne rendez-vous dans 5 ans. Vous allez voir ce qui va devenir. C'est peut-être pour corriger tout cela que le gouvernement opte pour la continuité. Non, non. Quand nous manions et nos zingbué.
Tout le monde, même Lionel Paul, la rupture, parce qu'il sait qu'il ne peut pas continuer. Concours frauduleux. Concours frauduleux. D'abord, moi, vous avez dit quelque chose qu'on va revenir sur la grève des douaniers. Bon, je réserve ça pour tout à l'heure. Lionel Zissou ne peut rien faire parce qu'il est dans l'immoralité aujourd'hui. Il est dans un gouvernement où on fait concours frauduleux. Il ne réagit pas. Il est dans un gouvernement où le chef de l'État se présente comme le premier rebelle public de l'application des décisions de justice. Il ne dit rien. Il est dans un gouvernement où il lance la campagne avec le ministre Barthélémy Kakassa, que tout le monde connaît, dans le scandale de l'eau. Il est dans un gouvernement où il fait campagne avec Boubacar Yaya, le ministre fraudeur, que tout le monde connaît. Donc vous pensez que quelqu'un, et il doit dire que pour apprécier quelqu'un, il faut regarder son entourage. Lorsque vous voyez l'entourage de quelqu'un, vous pouvez savoir ce dont cette personne-là est capable. Donc, Lionel Zissou, c'est un candidat de la misère du pays. La preuve est qu'il est en train de distribuer des lampes torches dans les villages, alors que nous sommes en délestage. Ou bien vous ne suivez pas les délestages chez vous maintenant? Absolument, oui. À peine vous avez 2 heures d'électricité par jour. Un peu plus quand même. Enfin, peut-être que vous êtes dans une zone plus privilégiée. Moi, je n'aime pas plus que ça. Donc, c'est ce que je vis, que je dis. Donc, voilà un monsieur qui, sa bourse, professe autre chose et lui-même, il fait autre chose. Est-ce que ce n'est pas que Lionel Zissou fait, comme je disais dans une chronique cette semaine, il fait l'âne pour avoir le fond et que quand il sera au pouvoir, il va changer toutes les choses? Jamais. Il ne peut pas faire l'âne pour avoir le fond. Il ne peut pas, c'est pas ça, c'est pas possible. Il fait l'âne pour avoir, il est prêt à tout pour prendre le pouvoir. Non, pourquoi? Il ne pourra pas gérer ce pays. Il ne connaît pas. Le Bénin, ce n'est pas la France. Hein. Et c'est quoi? Quand Boni Yaya a volé les élections en 2011, il a eu la paix jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas eu la paix. Parce que le bien mal acquis ne profite pas. Il fait l'âne, c'est l'âne qui fait pour avoir le fonds, qui monopolise l'ORTB. C'est l'âne là, c'est fait l'âne ça là. Oui, on appelle tout le monde, tous les autres d'avoir accès à l'ORTB et c'est lui seul qui est là-bas. C'est fait l'âne pour avoir le fonds ça. Non, il faut laisser ça. Monsieur Jacques a dit, parlons à présent du climat, non, avant de parler du climat social de l'année 2016, notamment cette grève des douaniers. Dites-nous, Jacques Adi, avez-vous confiance en chacune des institutions impliquées dans le processus électoral? D'abord, la Sénat, le COS, l'EPI et la Cour constitutionnelle. Non, la Cour constitutionnelle, moi, je n'ai pas de confiance en elle. On la connaît. La Cour qui dit que 39 plus 1 seconde, ça fait que 40. Ça n'a pas été appliqué, donc... Non, c'est parce que... C'est pourquoi je demande au Benoît d'être toujours aussi déterminé qu'il est là. C'est ça qu'il voulait faire. C'est parce qu'on a dit non, et que même votre collègue là, ou bien votre confrère, le frère de mon James là, pourquoi il n'est pas candidat? Parce qu'il devait être candidat. Il a fait un recours pour dire, bon, on ne m'a pas choisi, on a choisi à Tao, alors que moi, je suis né en... Il est candidat maintenant. Et grave encore, Okun Lola, UFF, là, qui a déjà désigné son candidat en la personne d'Atao, c'est ça, non? Tao Renault. Atao est candidat, non? Mais pourtant, je vois Okun Lola se programmer dans le pays pour donner des sous. Donc, c'est leur plan A que nous avons fait échouer. Et ils sont maintenant dans leur plan B, qui échouera en même temps. Parce qu'il faut qu'ils se ravisent. Hein. Est-ce qu'il n'aurait pas un plan C? Le plan C, c'est le plan du peuple. Et je pense que le Boni Yaya a intérêt à aller vers ce plan C-là. A dit à Lionel, tu as dit que si tu dois un candidat de la division, tu vas te retirer. Retire-toi simplement pour que la paix revienne au Bénin. Parce qu'on l'a envoyé au Bénin pour tout détruire. Tout détruire parce que le chef de l'État sait qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Il tient toujours à son 3e mandat. Quel acte il va poser pour sommer de troubles au Bénin, pour ne pas organiser les élections? Pour il est allé chercher un Français pour dire, bon, le Français... Un Béninois. Un franco-béninois, un bénino-français, comme vous voulez, mais c'est quand même un Béninois. Il n'y a pas de Zissou français. Zissou n'est pas une famille française. Mais eux, ils ont dit qu'ils sont Zinsou. Ils ont dit qu'ils sont Zinsou. On n'a pas entendu dire ici. Ben, écoutez, de toute façon, c'est la prononciation. Même j'ai entendu, peut-être que c'est la vraie prononciation, j'ai entendu le père de Lionel devant de prétendus rois
Des gens qui ont à peine 22 ans et qui doivent, nos fils là, on doit tout. Vous avez suivi le roi d'Angoni là, je ne sais pas quoi, qui parlait à ses parents dans des termes un peu orduriers. J'ai entendu, comment on appelle, il s'appelle, M. René Zizou, dit Zinsou. Il est sur le minimum Zinsou. Oui, mais c'est une bonne prononciation française non plus. On va parler maintenant rapidement du climat social de l'année 2016 avant de... mais moi, je voudrais finir sur la question pour dire que quelqu'un qui renie la nationalité béninoise ne peut pas nous diriger. Lionel Zouchou n'est pas fier, quand il est en France, de dire qu'il est béninois. C'est pourquoi il a rassuré ses compatriotes de l'autre pays, qui n'est qu'un tout petit peu béninois. Premier élément. Deuxième élément, celui qui pense que le Bénin et l'Afrique sont la propriété de la France ne peut pas diriger un pays africain. Et le plan qu'ils ont mis en place d'investir l'Afrique et prendre le Bénin comme la plateforme où la France viendra, comment on appelle, installer ses bases maintenant pour attaquer le Nigeria et autres, si jamais nous acceptons ce complot-là, ce plan machiavélique, ils vont transformer notre pays en, comment on appelle, en République centrafricaine. Ils vont la transformer en Somalie et puis les gens auront toujours leur bagage sur la tête. Donc les Béninois ont le devoir républicain de faire un bossin grave vous. Vous comprenez? C'est-à-dire il faut que, je ne sais pas comment on va dire ça en français, il faut qu'on limite les dégâts tout de suite. Tout se définira dans les urnes. Non, c'est déjà défini. Moi j'ai rêvé avant de venir ici. La grève des douaniers. Avant de venir ici, et puis les anciens m'ont dit de me rassurer qu'ils seront à nos côtés le 28 février pour que, bon, dès le premier tour, on ne parle plus que de Zinsou dans un passé révolu. Voilà ce que j'ai à dire. Alors, Jacques Ayadine, nous allons rapidement parler donc de ce climat social de l'année 2016. Je voudrais demander un regard global sur la lutte syndicale au Bénin depuis dans ces 10 dernières années, mais je voudrais qu'en finissant de répondre à cette question-là, vous vous prononciez justement sur la grève annoncée par les douaniers et les forestiers. Et justement, les douaniers, ce qui est particulier chez eux, c'est que le droit de grève leur a été retiré il y a quelques années, et pourtant, ils osent annoncer un mouvement de grève. Bon, ce n'est pas le moment de me prononcer sur, comment on appelle, le monde syndical au Bénin. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le devoir de tenir des discours de rassemblement. Parce qu'à Darek-Boumi, donc, quels que soient nos défauts, là, il faut qu'on se mette ensemble pour dire non à ce qui arrive. Lorsque vous êtes en dispute avec vos parents à la maison, et qu'il y a un malheur qui arrive, vous vous mettez ensemble pour conjurer ce malheur avant, donc, si vous avez des détails après. D'un coup, on va régler nos problèmes entre nous. Mais ce qui est important maintenant, là, il faut que tous les syndicats se mettent ensemble pour dire non. Parce que l'ultime... Les syndicats ont un rôle politique. Ah, on a un rôle éminemment politique. Éminemment. Parce que l'ultime recours, c'est les travailleurs. Et moi, j'ai été satisfait de l'intervention de mon secrétaire général de la CSA Bénin, Dieudonné Lokossou, au Champ d'Oiseaux, lors de la rencontre que le président Soglo a organisée. Il dit que lui ne s'inquiète pas de la candidature de Lionel Zouchou. Mais si les gens font la fraude, ils gagnent, il ne pourra pas gérer ce pays. Parce que il a fermé tout. Mais les gens, ça dit, si on va appliquer l'article 19 de la Constitution, la désobéissance. Parce que nous ne pouvons pas retourner à la France. Donc nous allons utiliser les armes de la Constitution pour faire en sorte que ce pays soit ingouvernable par un Français. Il vous aussi appartient mieux faire, ce n'est pas possible. Donc l'ultime recours, ça sera les travailleurs. Et donc moi, je ne vais pas faire un dialogue pour dire, bon, tel fait ceci, tel fait ceci. Quel que soit ce que chacun a eu à faire par le passé, là, il faut qu'on se mette ensemble maintenant pour dire non. Et nos secrétaires généraux confédéraux sont dans cette optique-là. Et je pense, parce qu'ils étaient tous là, comment on appelle, à la rencontre du 5 janvier. Et j'ai l'impression que M. Lokossou a été porte-parole d'un certain nombre de secrétaires généraux. Et puis, Issei-Eko aussi a pris la parole. Donc, personne n'est d'accord avec, comment on appelle, la recolonisation de notre pays.
Mais parlons donc maintenant des grèves qui s'annoncent. Vous dites qu'on a interdit. La loi, là, c'est le peuple. Hein. C'est le peuple. Si on devait faire votre discours, là, et comparer serait encore au pouvoir. Parce que c'est en utilisant la loi qu'ils ont révisé la Constitution, comme on appelle au Burkina. Mais comme le peuple n'était pas d'accord, vous avez su ce qui s'est passé. Le gouvernement ayant violé la loi dans le recrutement, là, il a violé violemment la loi qui encadre les recrutements dans notre pays. Donc les autres aussi, comme ils ont opposé la vertu au vice du gouvernement depuis longtemps, et le gouvernement donne l'impression de ne pas entendre raison, ils vont faire la grève. Et ce serait la grève la plus populaire que le syndicat des douaniers va faire dans ce pays. C'est une grève populaire, parce que c'est la grève pour défendre les pauvres. Il faut que les filles de pauvres puissent aller au concours et réussir. Boubacar Yaya a dit qu'il attend de pied ferme le président qui viendra annuler le concours frauduleux qu'il a organisé. Donc moi, je voudrais encourager sérieusement M. Laourou, Marcelin. Quand il fait mal, je le critique. Mais quand il fait bien, il faut que je le salue. Je lui dis salut, camarade. Il faut conduire la troupe pour que cette grève soit la plus sévère possible pour amener le gouvernement, comment on appelle, Boni Yahi, et son ministre fraudeur, Aboubakar Yaya, à entendre raison pour que ce concours soit annulé. Et si possible, il faut que les secrétaires généraux confédéraux et autres puissent, comment on appelle, accompagner les douaniers dans ces grèves-là. Et je vais faire une réunion au niveau du bureau exécutif du Central TTP pour que si jamais ils font cette grève-là, que nous puissions les soutenir, ne serait-ce que pendant... Un mot en été actualité, Jacques Kayadi, ce mandat d'arrêt délivré à l'encontre du président de l'Assemblée nationale par le Burkina Faso dans le dossier des appels téléphoniques. Moi, je ne me prononce pas contre les décisions de justice. Hein. Donc moi, si Soro a fait des choses... Parce que tout le monde sait que le coup d'État, comment on appelle, au Burkina n'est pas venu seulement du Burkina Faso. On n'a pas décelé des appels téléphoniques entre Diendéré et moi. Donc, si les gens ont pu déceler quelque chose avec Guillaume Soro, qu'ils puissent répondre à ces actes. Maintenant, qu'est-ce que ça peut donner? Mais ça met à mal des relations politiques et économiques entre deux pays voisins. Et vous pensez que le coup d'arrêt qu'ils voulaient, bon, je n'ai pas les preuves, si le coup d'État avait marché et que Diendéré avait mis fin, comme on appelle, au processus de transition au Burkina, et que Blaise Compaoré va revenir d'une manière ou d'une autre à la tête du Burkina Faso, vous pensez que c'était pour le bonheur du peuple burkinabé? Moi, mener Afondé Bamion avant Nibé, quoi. Monsieur Jacques Kayadi, dimanche, c'était donc dimanche politique. Votre conclusion avant que nous... C'est fini. 90 minutes, oui. Ah, c'est vite fini. Hein. Bon, je pense que je vais dire 2 ou 3 choses. Première chose, il faut que les Béninois comprennent finalement que c'est une femme qui va sortir le Bénin de sa situation actuelle. Et des 3 femmes qui sont en lice, il y a une que tout le monde connaît, que tout le monde apprécie, vous y compris. Elle s'appelle Célestine Zanou, vous la connaissez très bien. Je pense que je ferai de mon mieux pour qu'elle soit à ma place très très bientôt pour vous présenter, pour se présenter elle-même et pour dire ce qu'elle veut faire pour le Bénin. J'ai déjà donné quelques éléments, elle viendra dire elle-même. Donc c'est la première chose, la femme, le recours à la femme. C'est compris. Même bien de non. Le message est compris. D'accord. Et puis lorsque la femme trouve quelque chose, il ne fait pas comme on a déjà fini avec pour avoir des maîtresses, tout ça là-dedans. Deuxième chose, le Bénin, c'est un héritage que nos aïeux nous ont légué. Il faudrait pas que nous déchirions cet héritage-là. Non. Il faut qu'on puisse laisser quelque chose à la postérité. Si nous choisissons de faire un retour à la France,
ils vont nous arracher le port. Parce qu'ils sont On déjà... va aller à la troisième chose. Ah, mais pourquoi vous êtes pressé comme ça? C'est la conclusion, ouais, le temps en Et télévision, puis, c'est ça. aujourd'hui, ils sont en train de brader la SBE à Bolloré. On va consacrer d'autres plateaux Voilà, ça. spéciaux à cette dossier-là. Bon, donc, troisième chose que je vais dire, chaque peuple mérite ses dirigeants. Si nous pensons aujourd'hui que nous méritons un retour à la France, allons-y. Mais moi, je suis convaincu, lorsque je circule dans le pays, et il va encore le faire davantage les jours à venir, je sens de la base que la base n'acceptera jamais Merci que à le vous, Bénin soit Jacques transformé Ayadi. en Somalie ou en RCA et se transformer en une base aérienne de la France pour attaquer le Nigeria et autres. Je vous remercie. Donc, tout sauf Lionel Zinsou, le 28 février 2016. Merci Jacques Ayadi qui est en campagne précoce. Certainement, l'actualité de notre invité, en tout cas, vous l'avez vu, c'est Jacques Ayadi. Il a beaucoup parlé de politique. C'est un syndicaliste. Pourtant, il a dit que l'engagement syndical et la politique font bon ménage. Avec lui, nous l'avons discuté du climat social de l'année 2016, mais surtout de la présidentielle prochaine. Jacques Ayadi a des positions très tranchées. Il est contre ce qu'il appelle la recolonisation du Bénin. Et il pense surtout que c'est d'une femme que viendra le salut du Bénin. C'était donc Jacques Ayadi, tranquille à 4 de notre. C'était donc dimanche politique co-organisé par Eden Télévision et Diaspora FM. Merci de votre fidélité renouvelée. En nouvelle diffusion sur Diaspora FM ce soir à 22h, sur Eden Télévision à 21h et mardi prochain également à 21h. Portez-vous bien, à bientôt.